Bonjour, je vais vous parler de l'imagerie du poignet en 20 minutes. Alors cela peut paraître une gageure de parler d'une articulation aussi complexe avec ses structures osseuses, ses structures articulaires, ses tendons, ses nerfs et ses vaisseaux que l'on peut imager de façon très différente en radiographie standard, en scanner, en arthroscanner, en IRM ou en échographie en seulement 20 minutes. Alors personnellement, j'aurais souhaité vous parler uniquement d'échographie, de tendons, de nerfs et de vaisseaux, puisque c'est un petit peu ce que j'aime faire, ce que je fais au quotidien. Mais le professeur Pedro Teixeira, à l'origine de ce sujet, m'a demandé non, non, il faut que tu élargisses quand même et que tu fasses un tour d'horizon général. Donc voilà de quoi je vais vous parler aujourd'hui, d'os, d'articulation et de tendons. Et je commence par l'os et les fractures. Et je vais individualiser 4 situations radiocliniques. Première situation radioclinique, la fracture est évidente en radiographie standard. Alors voici une radio de face et il faudra bien sûr un deuxième plan, une radio de profil pour préciser le déplacement. Ici déplacement vers l'arrière de la surface articulaire du radius, c'est la classique fracture de Poutot-Col. On pourra bien sûr s'arrêter là dans ces cas de figure. Encore un exemple, cette fois-ci en pédiatrie, avec un petit bombement de la corticale de face et une déformation nettement plus marquée sur le cliché de profil, caractéristique d'une fracture en mode de beurre métaphysaire distale du radius. En ce qui concerne le carpe, et même si la fracture est évidente, comme dans ce cas sur un scaphoïde, le chirurgien aime souvent un scanner complémentaire pour préciser le trait, rechercher des fractures associées, rechercher une éventuelle nécrose du pôle proximal du scaphoïde. Deuxième situation radioclinique, on a un doute sur une fracture en regardant les clichés standards. Voilà, ce patient qui a chuté dans ma salle d'écho, donc je le vois à peine 5 minutes après le traumatisme. Je lui fais des radios, il a mal un peu partout, c'est difficile cliniquement, et j'ai un doute sur 2 anomalies osseuses. Ici, le pôle distal du scaphoïde, et ici, en arrière de la première rangée du carpe, sous la flèche pleine. Alors je lui fais immédiatement un scanner et voici le résultat. Il s'agit d'une fracture isolée du trichétrome, 12% des fractures du carpe, et le scaphoïde était intact. Troisième circonstance radioclinique, le patient a très mal et la radio est parfaitement normale. Et alors là, vous craignez un petit peu la fracture occulte. Voilà, on est à J0 d'une chute de vélo, douleur de la tabatière anatomique, on suspecte cliniquement un scaphoïde et la radio ne voit rien. Mais sachez que la sensibilité de la radiographie seule pour le scaphoïde n'est que de 66%. Vous allez donc manquer une fracture dans 34% des cas. Ainsi, lors de ce contrôle AJ15, vous voyez nettement cette fracture du scaphoïde qui représente 70 à 90% des fractures du carpe. Elle est de type 2 de Schoenberg, transcorporéale, haute et donc potentiellement instable, et elle avait été traitée par une vis. Alors encore un traumatisme très récent de vélo, vu à J0, 2 heures après le choc, avec une douleur sur la tabatière anatomique. Alors sachez que la sensibilité de la radio simple pour les fractures du carpe en général, n'est que de 39%. Voilà, peut-être un petit doute là-dessus, mais on ne l'avait pas retenu vraiment. Dans ce cas, on a décidé de faire une échographie très facilement accessible. Et vous voyez sous ma flèche que la solution de continuité était évidente, alors que le signe de l'hématome était ici pris en défaut dans ce dossier très précocement vu. Donc l'idée de cette diapositive n'est pas de dire que l'échographie apporte toute la solution à des problèmes de fracture, mais que dans certains cas, ça peut être utile, guidé par la clinique. La référence reste bien entendu le scanner avec une sensibilité, une spécificité extrêmement élevée. Et vous voyez que la mise en évidence de cette fracture du tubercule du trapèze, qui représente 4% des fractures du carpe, est ici extrêmement facile. Autre cas de discordance radioclinique, on est à J5, une chute en courant, douleur cette fois-ci du bord ulnaire. Et vous voyez, le scanner apporte la réponse de cette fracture de l'amulus de l'amatome, 3% des fractures du carpe, qui était parfaitement non visible sur les clichés standards.
Alors, quid des autres techniques d'imagerie pour faire le bilan de ces suspicions de fractures occultes? Et là, je vous rapporte l'expérience du service. Alors, l'IRM est considérée par beaucoup comme étant le gold standard. Vous voyez que dans ce cas, elle montre à la fois l'œdème de l'os spongieux en hypersignal T2 et un petit trait de fracture en pondération T1. Ce petit trait de fracture étant également très bien vu en scanner ou en cone beam, dont la sensibilité et la spécificité est équivalente à celle du scanner. L'IRM est même parfois un peu trop sensible en ne dépistant des fractures que trabéculaires, qui ne sont pas du tout visibles bien sûr en radio standard, mais également en scanner ou en cone beam. Alors ces fractures sont plus finalement des simples contusions osseuses et ne vont pas nécessiter une immobilisation aussi prolongée que la véritable fracture corticale du scaphoïde. Pour résumer, quelle conduite à tenir adopter? Donc voici l'exemple pratique de ce qui se passe à Toulouse. En cas de discordance radioclinique en journée, on va vraiment préconiser un scanner tout de suite pour essayer de répondre tout de suite à la question. Si on constate cette discordance radioclinique de nuit en garde, mais la plupart du temps c'est d'abord une immobilisation, une nouvelle consultation avec radiographie à J10, J15 et si cette radiographie est normale, un complément par scanner. Quatrième situation radioclinique, ben là on s'est loupé, c'est un échec de diagnostic et on arrive beaucoup trop tard et ça aboutit souvent à la pseudarthrose, terme utilisé à partir de 6 mois d'évolution défavorable d'une fracture. Vous voyez ici c'est une jeune femme, le traumatisme date de 2 ans, c'est un type 3 de Schoenberg, c'est une fracture transcorporeale basse donc potentiellement instable. Et voici l'IRM. Et vous voyez que on constate tout d'abord, en plus de la pseudarthrose, donc la solution de continuité, une condensation du pôle proximal du scaphoïde, à la fois en scanner avec cet aspect hyperdense et en IRM avec cet hyposignal T1 marqué, et que sur notre séquence après injection de gadolinium, il n'y a absolument aucun rehaussement de ce pôle proximal. Ça signe la nécrose. Donc voici la vue opératoire de cette patiente, donc assez caractéristique avec un aspect de coquille d'œuf, c'est finalement le cartilage qui va tenir un os parfaitement instable, nécrosé. Dans ce cas, on avait choisi ce traitement, ce petit matériel d'interposition au pôle proximal du scaphoïde. D'autres évolutions possibles de la pseudarthrose, donc vous voyez là c'est une pseudarthrose sur une fracture transtuberculaire, donc qui est théoriquement plutôt stable, mais ça avait été manqué, donc pas immobilisé. Vous voyez sous mes flèches rouges la solution de continuité. Vous voyez les images géodiques de part et d'autre de cette solution qui témoignent de micro-mouvements. Donc là, on avait choisi l'option de la greffe osseuse non vascularisée avec de l'os spongieux issu du radius. Vous voyez que c'est plutôt pas mal déjà à 1 mois. Et à 2 mois, là c'est parfaitement bien avec un os spongieux en continuité de plus de 75% et même une corticale qui a retrouvé sa continuité. Donc une très bonne évolution. Que va-t-il se passer si cette pseudarthrose n'est pas prise en charge? Mais en cas de fracture du scaphoïde, on sait que dans 10% des cas, les patients vont évoluer vers une arthrose, parfois sévère, à 10 ans. Voici l'exemple d'un ancien rugbyman. Et vous voyez ici la solution de continuité qui va évoluer vers l'arthrose. Donc c'est ce qu'on appelle le SNAC wrist ou scaphoid non-union advanced collapsed. Donc la solution de continuité est visible ici sous mes flèches rouges. Vous voyez ici une arthrose radioscaphoïdienne et ici probablement un début d'arthrose entre la première et la deuxième rangée du carpe. Sur ce cliché de profil, voici le grand axe du lunatum qui regarde un petit peu vers l'arrière, celui du scaphoïde qui regarde franchement vers l'avant avec un angle scapholinaire de 80 degrés, donc nettement supérieur à la normale. Cette augmentation d'angle est principalement liée à la déformation du scaphoïde, puisqu'il n'y a pas dans ce cas-là de faillite des ligaments scapholinaires. L'IRM est assez intéressante dans ce cas et vous voyez qu'elle va montrer toutes les zones de conflit sous forme d'œdème de l'os spongieux, ici entre la styloïde radiale et le scaphoïde, ici entre le proximal détaché et le lunatum et ici au niveau du trichétrome pour cette arthropathie médiocarpienne. Le traitement choisi avait été le suivant, donc résection de l'ensemble de la première rangée du carpe. Passons maintenant aux lésions ligamentaires.
et je vais me limiter à l'instabilité scapho-lunaire. Donc, ce qui est important à comprendre dans cette instabilité scapho-lunaire, c'est la cohésion du couple scaphoïde-lunatome. Donc, voici une vue de profil avec le lunatome et le scaphoïde. Et le moyen d'union principal entre ces deux structures osseuses, c'est le ligament scapho-lunaire avec différents faisceaux, un antérieur, un intermédiaire et un postérieur, ici figuré en rouge, et c'est le plus important. Et vous avez également des moyens d'union dits extrinsèques. Et vous voyez que les dorsaux en rouge sont le plus important dans ce type d'instabilité. Donc un des repères simples pour appréhender ce couple scaphoïde-lunatome, c'est l'angle scapho-lunaire. Donc voilà comment on calcule, on mesure le grand axe du lunatome, c'est la flèche pleine. Voici le grand axe du scaphoïde. Entre les deux, on détermine l'angle scapho-lunaire, normalement compris entre 30 et 60 degrés. Alors lorsque tout va bien, lorsqu'il n'y a pas de lésion du ligament scapho-lunaire, vous voyez que dans les différentes positions du poignet, que ce soit neutre, inclinaison radiale, inclinaison ulnaire, cet angle scapho-lunaire reste stable et normal. Donc il y a une cohésion vraiment entre ces deux os, et c'est bien montré par cette vidéo que m'ont prêté gracieusement Pedro Teixeira et Alain Blum de l'équipe de Nancy. Vous allez voir que le mouvement du scaphoïde et du lunatome est parfaitement synchrone, qu'il y a une vraie cohérence entre ces deux structures osseuses malgré le mouvement complexe que réalise le poignet. Alors que va-t-il se passer dans l'instabilité scapho-lunaire? Le faisceau profond de ce ligament scapho-lunaire va être lésé avec les conséquences suivantes. Une bascule en DISI, ou Dorsal Intercalated Segment Instability, le segment intercalaire étant le lunatome, il bascule vers l'arrière. L'angle scapho-lunaire va être ainsi augmenté à 70 degrés par l'association de cette bascule du semi-lunaire et d'une horizontalisation du scaphoïde. Et le scaphoïde va également, en plus de sa bascule, reculer, se subluxer vers l'arrière et avoir pour conséquence une augmentation de l'angle radio-scaphoïdien au-delà de 103 degrés, valeur retenue toujours par l'équipe de Nancy dans un article très récent de 2021. Donc voici encore par l'équipe de Nancy une vidéo de ce type, cette fois-ci d'instabilité, et vous voyez l'absence de cohérence entre les mouvements du scaphoïde et du lunatome. Le bilan d'imagerie. Alors tout d'abord, la radiographie standard, et là on est dans une instabilité statique, visible dès les clichés purement statiques. Et vous voyez que là c'est assez évident avec un diastasie scapho-lunaire de plus de 3 mm. Avec une horizontalisation du scaphoïde caractérisée par cet anneau visible qui correspond au tubercule du scaphoïde. Avec une rétroversion du lunatome, vous voyez que sa corne antérieure qui est arrondie est visible sur ce cliché de face en position neutre. Et avec un angle scapho-lunaire augmenté supérieur à 70 degrés. L'IRM est également un très bon examen pour faire le bilan de ces instabilités qui sont évidentes en radiographie standard, avec ici sur ce cliché, sur cette coupe coronale, la rupture du faisceau intermédiaire du scapho-lunaire, et ici sur cette coupe axiale transverse, sous ma flèche, une lésion du faisceau antérieur et une lésion avec rétraction en boule du faisceau postérieur du ligament scapho-lunaire. Remarquez la subluxation postérieure du scaphoïde visible dès la coupe axiale transverse. Sur les reconstructions sagittales, on va retrouver également la subluxation postérieure du scaphoïde, responsable d'une augmentation de l'angle radio-scaphoïdien. Et l'augmentation de l'angle scapho-lunaire, alors vous voyez que j'ai mesuré l'axe du lunatome et du scaphoïde sur ces deux coupes. On peut le mesurer par rapport à la verticale de l'image et faire dans ce cas la somme des deux angles pour obtenir l'angle scapho-lunaire. Deuxième exemple, avec une chute violente chez cette handballeuse de bon niveau, et une suspicion d'instabilité, mais vous voyez que les clichés standards étaient parfaitement normaux en position neutre. Des clichés dynamiques ont également été réalisés avec inclinaison radiale, inclinaison ulnaire, point serré, qui ne montraient là encore pas d'anomalie. Notez sur cette incidence de face en inclinaison
radiale, une horizontalisation physiologique du scaphoïde et une petite corne du lunatome sous ma flèche en pointillé, témoignant d'une antéversion du lunatome et donc montrant une cohérence entre les mouvements du scaphoïde et du lunatome. Le scanner correspondant réalisé à J4, on pouvait se poser peut-être la question d'un discret diastasie scapho-lunaire, mais que nous n'avions pas retenu. En revanche, vous voyez que la position du scaphoïde et la position du lunatome étaient parfaitement respectées sur les reconstructions sagittales. Donc notre surprise a été assez forte quand, un mois après ce traumatisme, devant la persistance de douleur, le chirurgien demande un arthroscanner et qui a montré ces signes d'instabilité initialement prédynamiques et qui se retrouvent parfaitement statiques à un mois, avec ce diastasis scapho-lunaire très franc, avec une interruption complète des faisceaux antérieurs et postérieurs du ligament scapho-lunaire, avec cette subluxation postérieure du scaphoïde. Subluxation du scaphoïde prouvée également sur cette reconstruction sagittale, avec un angle radio-scaphoïdien très augmenté, et avec un angle scapho-lunaire très supérieur à 70 degrés. Donc voilà le traitement qui avait été choisi, le plastie du ligament scapho-lunaire dorsal. L'évolution défavorable de ces instabilités va se faire vers l'arthrose, et c'est ce qu'on appelle le slag wrist, donc scaphoïde lunette advanced collapse, avec au stade 1 une arthrose entre la styloïde radiale et le scaphoïde, au stade 2 une arthrose radio-scaphoïdienne, et au stade 3 une arthrose à la fois radio-scaphoïdienne et médiocarpienne. Voici deux exemples. Ici un stade 2 avec une arthrose radio-scaphoïdienne. Ici un stade 3 avec un pincement complet de l'interligne radio-scaphoïdien, ainsi qu'une arthrose entre le lunatome et le trichétrome. Voilà le traitement qui a été choisi pour ce dernier cas, une scaphoïdectomie plus une arthrodèse dite des quatre coins. Avec le peu de temps qu'il nous reste, passons maintenant aux lésions tendineuses. Au niveau du poignet, vous allez rencontrer toutes les tendinopathies qui existent dans le corps humain. La tendinopathie classique et hypertrophique fissuraire avec ténosynovite, c'est le fléchisseur radial du carpe. La ténosynovite sténosante, c'est l'exemple typique de la maladie de De Kervin au niveau du premier compartiment des extenseurs. L'extenseur lunaire du carpe est classiquement le siège des zones d'instabilité tendineuse. Le long extenseur du pouce est un site très fréquent de rupture tendineuse complète. Les ténosynovites inflammatoires des maladies rhumatoïdes vont se rencontrer préférentiellement aux extenseurs. Et enfin, vous allez pouvoir rencontrer des signes de tendinopathie calcifiante au niveau du tendon fléchisseur lunaire du carpe. Par manque de temps, nous allons nous contenter de traiter les trois sujets en orange. Commençons par la ténosynovite sténosante de De Kervin. Elle est liée à une inadéquation entre le calibre des tendons court extenseur et long abducteur du pouce et celui de leur rétinaculum. Le conflit se passe ici en rouge sous ce rétinaculum hypertrophique. Donc notre équipe a pas mal travaillé sur ce sujet et voici un petit peu les résultats. Sur une coupe longitudinale échographique, vous allez voir les tendons en vert comprimés sous un rétinaculum en rouge hypertrophique, l'épaisseur moyenne de ce rétinaculum étant dans notre expérience de 1,9 mm en cas de maladie de De Kervin. Un hypersignal Doppler est souvent présent dans 71% des cas. Et c'est en coupe axiale qu'on va appréhender le mieux ce type de ténosynovite. Dans 51% des cas, l'épaississement touchera uniquement le rétinaculum commun entre les deux tendons. Dans 49% des cas, il y aura un septum entre le court extenseur et le long abducteur. Alors l'épaississement pourra ne toucher que les éléments rétinaculaires autour du court extenseur, c'est le type 2B dans 26% des cas, ou l'ensemble du rétinaculum plus une cloison hypertrophique, c'est le type 2A dans 23% des cas. Deuxième tendinopathie dont nous allons parler, c'est la rupture du long extenseur du pouce. Vous voyez que ce long extenseur du pouce a un trajet très particulier en baïonnette où il va surcroiser les deux tendons radiaux.
La poulie de réflexion de ce trajet en baïonnette est osseuse, c'est le tubercule de Lister. Alors, voici un exemple de rupture chez ce patient. Vous voyez le défaut d'extension de la dernière phalange du pouce. Et c'est en échographie dynamique qu'on va comprendre le problème. Donc voici le côté sain avec le tendon, le tubercule de Lister. Et vous voyez qu'il surcroise les tendons radiaux. Et là maintenant du côté pathologique, vous voyez qu'il n'y a plus de tendons et qu'on va tomber voilà, sur un petit ressaut qui correspond à un moignon tendineux, le moignon distal. Voilà la vue longitudinale statique avec radius et le premier métacarpien. Le tubercule de Lister est figuré par le point rouge. Voilà, c'est l'épicentre de la zone de rupture avec un moignon distal et un moignon proximal. Entre les deux, vous voyez la gaine du tendon hypoéchogène remplie parfois de débris fibrineux, mais ne correspondant pas à un tendon fonctionnel. Ce caractère non fonctionnel est bien démontré par les manœuvres dynamiques en sagittal, où on voit vraiment un moignon qui bouge et là absolument rien de transmis au-dessus de ce moignon. Dernier sous-chapitre, les tendinopathies calcifiantes au niveau du fléchisseur ulnaire du carpe. C'est un endroit classique de dépôt calcique, exactement à ce niveau, sous ma croix. Donc voici un exemple avec une calcification hyperéchogène sans cône d'ombre, de l'hyperémie en mode Doppler. Parfois c'est très douloureux avec une migration intraosseuse dans le pisiforme. Voici la correspondance en radiographie standard. Quel message retenir de cette présentation bien dense ? Concernant l'os et les fractures, la radiographie standard, c'est la base, avec au moins 2 incidences, mais s'il y a une discordance radioclinique, il faudra passer au scanner. Encore faut-il connaître la clinique pour se rendre compte qu'il y a une discordance. Concernant les entorses et les ligaments, on commence par des radiographies standards, face, profil, cliché dynamique. Si on n'a pas la solution, on peut passer à l'IRM, qui est un excellent examen de débrouillage. Enfin, l'arthroscanner et l'arthro-IRM sont les examens de référence à réaliser à la demande des chirurgiens. Concernant les tendons, l'échographie et l'échographie dynamique et l'examen de référence. Je vous remercie de votre attention.